travail ne se raréfie pas et le salariat ne fait que se généraliser. Le travail ne se raréfie pas parce que les différentes innovations technologiques, etc., sont des innovations qui sont génératrices d'emplois à pas mal d'égards. Ce qui se passe, c'est que nous observons une augmentation très très forte des emplois, une généralisation du salariat, en même temps que diminue le temps de travail. En Allemagne, par exemple, au cours des 10 dernières années, il y a eu 4 millions d'emplois en plus, mais cela n'a pas entraîné une augmentation globale des heures de travail. En Belgique, le temps de travail a très considérablement diminué sur longue période et les emplois ont très considérablement augmenté. En 30 ans, nous avons plus d'1 million d'emplois en plus en Belgique, ce qui est tout à fait considérable. En 15 ans, ça fait plus de 500 000 emplois. Mais en même temps, le temps de travail a considérablement diminué. Aujourd'hui, en plein temps, c'est la moitié de ce qu'il était une soixantaine d'années. Et donc, c'est ça finalement l'évolution séculaire. C'est tout à la fois une défense de l'emploi, une réduction du temps de travail et le fait de répartir les emplois autrement. Ce qui s'est passé, c'est que cette évolution séculaire, finalement, est tombée en panne avec les mesures néolibérales. Et que depuis 1980, nous n'assistons plus à cette diminution du temps de travail qui se faisait à travers un âge de la pension qui était ramené à plus tôt, une scolarité obligatoire qui augmentait, une semaine de travail qui diminuait, des vacances annuelles qui augmentaient, des interruptions possibles de la vie de travail, tout ça. Ce n'est plus sous cette forme-là que s'est faite la réduction du temps de travail. D'abord, elle a été considérablement atténuée, elle ne diminue plus comme elle diminuait précédemment, et elle se fait à travers le travail à temps partiel, c'est-à-dire par une dégradation du travail, par l'apparition de la pauvreté au travail, et aussi par une diminution du temps de travail beaucoup moindre depuis les années 80 que ce qu'elle était jusqu'en 1980. Ce qui explique l'augmentation du chômage. Le chômage augmente non pas parce qu'il y a moins d'emplois, il y a de plus en plus d'emplois, mais il augmente parce qu'il n'y a plus suffisamment de réduction du temps de travail. Et donc c'est cela le problème. Il n'y a pas de raréfaction du travail. Personne ne peut dire que les nouvelles technologies entraînent une raréfaction du travail. On l'a dit, c'est un fantasme qui revient, qui a commencé avec l'invention du moteur à vapeur, qui a continué avec l'électricité, avec l'électronique, avec les technologies de l'information et de la communication. Vous avez toujours ces prophètes qui annoncent la fin du travail. Aujourd'hui, certains disent qu'elle est même arrivée, ils ne voient même plus parce qu'on a invisibilisé le travail. On ne voit même plus le travail qui s'exerce et comme il s'exerce. Et là, derrière ça, il y a un mépris des travailleurs. Lorsqu'on dit que le travail se raréfie, ça veut dire qu'on n'a plus besoin de travailleurs. Quel intérêt devrait-on encore accorder aux travailleurs alors que ce n'est plus eux qui produisent, ce seraient des robots, soi-disant, qui produiraient les richesses, ce qui est évidemment absurde. Et donc, une fois qu'on est dans ce fantasme-là, on peut mépriser le travail. On peut rendre le travail invisible, à tel point que parmi tous ces gens qui s'expriment à tort et à travers et que malheureusement on écoute, il y en a qui disent que le travail a même d'ores et déjà disparu. La majorité disent que cette disparition aura lieu dans 20 ans, ce qui est tout à fait absurde, mais certains disent que d'ores et déjà il aurait disparu. La plupart des études, l'écrasante majorité des études, disent que l'emploi va augmenter. Et donc, si on devait se baser sur des chiffres, je pense que l'on doit conclure à une augmentation de l'emploi. En tout cas, actuellement, jusque cette année, jusqu'en 2017, l'emploi a augmenté considérablement en Belgique, il a augmenté en France, en Allemagne, aux Pays-Bas, aux États-Unis, au Japon, et je peux continuer sans parler de l'Asie où il a augmenté encore plus qu'il n'a augmenté en Europe. Dans le monde, il a augmenté encore plus que ce que l'on peut observer aujourd'hui en Europe. Donc je pense qu'il n'y a pas d'indice qui vont dans ce sens-là. Deux, c'est pas pour ça que le travail ne se transforme pas, que sous l'effet des nouvelles technologies, comme toujours, le travail se transforme et les conditions d'emploi se transforment. Ce qui se joue derrière cela, c'est pas tellement la disparition du travail. En réalité, personne ne pense que les nouvelles technologies, que la numérisation sera à faible intensité de travail. Personne ne pense cela. Mais ce que certains pensent, en fait, ce qu'ils pensent, c'est ce qu'ils voudraient qu'il advienne, c'est qu'il y ait du travail sans emploi. Parce que l'emploi, ce sont les conditions institutionnelles et juridiques dans lesquelles s'exerce l'emploi. C'est les protections dont nous bénéficions. C'est les droits sociaux que nous avons. C'est que si on est licencié, on a droit au minimum à un préavis. Et donc, toutes ces protections qui entourent le travail et qui font que l'individualité peut se développer, l'individu peut se développer parce qu'elle est protégée.
Et c'est ce qui fait que dans notre société, les individus peuvent exister de manière autonome. Et donc, le projet qu'il y a derrière cela, c'est une sorte d'ubérisation de la société, de faire en sorte qu'il y ait des offres de travail généralisées, que les gens travaillent à l'appel. Jusqu'ici, on voit bien que cette manière de procéder, même si elle marche maintenant assez fort, en réalité, elle a des failles extraordinaires. Uber, qui n'a jamais été une entreprise aussi capitalistique, qui est une des toutes grandes entreprises capitalistiques et qui s'accroît en ce domaine-là, qui augmente son chiffre d'affaires, fait aussi chaque année des déficits encore plus grands que l'année précédente, qu'elle est percluse de procès un peu partout, aux États-Unis, en France, en Grande-Bretagne, partout, parce que ce système, la population ne l'accepte pas en réalité, malgré l'image que nous présente l'idéologie. Les personnes résistent par rapport à cela. Et donc, ce système en tant que tel, jusqu'ici, n'a pas encore gagné. Au contraire, il est en train de se casser la gueule. Et donc, il ne faut pas se laisser prendre à cela, à ce leurre finalement, et essayer de faire en sorte que les personnes puissent être défendues, que le travail existe. Et en ce qui concerne la gauche, en ce qui concerne les organisations syndicales, ce sur quoi est basée leur capacité de résistance, c'est bien le travail. Et il ne faut pas laisser le travail ni à la droite, ni aux plateformes capitalistiques. Le plein emploi, ce n'est pas les patrons qui l'ont voulu. Le plein emploi était imposé aux patrons. Parce que les patrons veulent avoir une masse de chômeurs dans laquelle ils peuvent puiser. Et si aujourd'hui les conditions de travail se détériorent, c'est parce que précisément, ils peuvent puiser dans une masse de chômeurs devenue de plus en plus importante. Si la pression sur le travail augmente, c'est une pression qui est exercée parce que les gens ont peur de perdre leur emploi et qu'il y a plein d'autres qui seraient prêts à accepter ce même emploi. Et donc, c'est l'existence d'un chômage de masse qui favorise la détérioration des conditions de salaire et des conditions de travail. Donc, les patrons, ils n'ont pas intérêt au plein emploi. Il a fallu leur imposer. Beveridge, qui est à la base des systèmes de sécurité sociale de l'après-guerre, disait « Le plein emploi va de pair avec une situation où il y a plus d'offres d'emploi insatisfaites que de demandeurs d'emploi. » Bien sûr, concluait Beveridge, qui était d'ailleurs libéral, qui a terminé sa vie comme parlementaire libéral. Bien sûr, disait Beveridge, cette situation a beaucoup d'inconvénients pour les employeurs, parce qu'ils ne trouvent des employés qu'avec beaucoup de difficultés, parce qu'ils sont rares dans cette situation-là. Et donc, ça crée des désagréments et ça peut leur poser beaucoup de problèmes. Mais tous ces problèmes sont beaucoup moins graves, disait-il, que l'existence d'un chômage de longue durée, et de ce que le chômage de longue durée occasionne sur la vie des salariés, sur leur santé, sur leurs conditions de vie, sur leurs conditions d'existence et par là même sur la société dans son ensemble. Le chômage cause plus de dégâts que ne peut causer la rareté de main-d'œuvre pour les entreprises. C'est pourquoi, disait-il, le plein emploi est souhaitable, et cela pas avec les patrons, mais plutôt contre le patron. De même, on vient de publier maintenant un petit livre de John Maynard Keynes, qui est le principal théoricien du plein emploi. Il écrivait en 1930, donc c'est un texte paru en 1930 et publié pour la première fois en français maintenant, il y a quelques semaines seulement, qui s'appelle « Lettre à nos petits-enfants ». Ce qu'il disait à ces petits-enfants, c'est-à-dire à nous d'une certaine manière, et à nos enfants, et à nos petits-enfants même, ce qu'il disait, c'est que dans un siècle, on est en 1930, dans un siècle, le niveau de vie de la population sera 4 à 8 fois supérieur à ce qu'elle est maintenant. Et je dois dire que, bien qu'on ne soit pas encore en 2030, le niveau de vie aujourd'hui est de 8 fois supérieur à ce qu'elle était à cette époque. Et il disait en même temps, mais les gens, dans un siècle, travailleront 3 heures par jour, 15 heures par semaine. Et c'est ça le plein emploi. C'était ça sa définition de plein emploi. Le plein emploi va conjointement avec la diminution du temps de travail. Le plein emploi n'est pas une revendication productiviste. Ce n'est pas une injonction à l'emploi. C'est du contraire. C'est tout à la fois la répartition du travail et la répartition des revenus. C'est dans le sens de l'égalité et de l'antiproductivisme à pas mal d'égards que s'inscrit le plein emploi. C'est pourquoi
Une montagne de préjugés a été érigée aujourd'hui sur le plein emploi. C'est pourquoi on ne cesse de dire que le plein emploi était une revendication du siècle passé. Non, elle a été émise au siècle passé pour pouvoir se réaliser précisément maintenant. Et ce qu'on veut éviter, c'est que le plein emploi n'advienne. Et je pense que nous devons lutter pour le plein emploi, pour essayer de faire en sorte que l'on travaille moins, mais que l'on travaille tous et que l'on travaille mieux et bien. Ce que nous pouvons apprendre, la seule chose en tout cas que moi j'ai appris du passé, c'est que ce que l'on avait prédit à l'époque ne se réalise jamais. Jamais. Vous n'avez pas un exemple de cela. J'ai lu, quand j'étais jeune, aujourd'hui j'ai un certain âge, Le choc du futur, Alvin Toffler, toute une série d'auteurs, qui ont vu d'ailleurs leurs prévisions, dans la plupart des cas, technologiquement réalisées. On ne l'imaginait pas à l'époque. C'était vraiment des choses nouvelles. Par contre, la société qu'ils avaient bâtie autour de ces technologies n'a vraiment rien à voir avec ce que nous voyons aujourd'hui. Parce que les gens résistent. On a dit à une époque que tous les jeunes ne voulaient plus d'emploi stable. Ce qu'ils voulaient, c'était des petits boulots. Que les femmes, elles voulaient bien travailler. À l'époque, elles ne travaillaient pas, qu'elles voulaient bien travailler, mais à condition que ce soit à temps partiel. Mais les femmes, effectivement, elles ont dû payer leur accès au travail par du temps partiel, mais en même temps, elles luttent pour avoir un salaire décent, c'est-à-dire des emplois à temps plein et une réduction collective du temps de travail pour les femmes comme pour les hommes. Les jeunes, ils voudraient bien un boulot qui leur permette de se projeter dans l'avenir et pas le sort qu'on leur réserve aujourd'hui. Jamais ce que l'on a prédit comme correspondant soi-disant à la volonté ou à la manière dont les personnes se voyaient, parce que cette manière de projeter les autres dans l'avenir, c'était celle des dominants qui projetaient effectivement ce qu'ils dominaient dans l'avenir. Et les gens ne se laissent pas faire. Les gens résistent. La société de demain ne sera pas une société ubérisée. Ce ne sera pas une société de travail sans emploi. Ce qu'elle sera, je n'en sais rien. Ce sera toutes des choses que je n'ai sans doute pas imaginées, que nous n'imaginons peut-être pas, mais elle ne sera pas ce que l'on prédit aujourd'hui qu'elle sera. Je pense qu'il y a une invisibilisation du monde du travail dans son ensemble. Déjà, d'une manière la plus forte, du travail industriel, du travail ouvrier. C'est vrai que le travail ouvrier industriel a considérablement diminué en Belgique comme dans les pays européens. Si je me situe au niveau du monde, mon diagnostic serait différent. En tout cas, pour l'Europe occidentale, c'est vrai, pour la Belgique, c'est vrai. Mais aujourd'hui, d'abord, la production industrielle, elle n'a pas diminué de la même manière. La part de l'industrie dans la valeur ajoutée n'a pas diminué de la même manière que l'emploi. D'ailleurs, comment peut-on raisonner aujourd'hui sur l'industrie en lui appliquant les mêmes catégories qu'avant ? Aujourd'hui, les industries sont en même temps des services. Aujourd'hui, on ne peut pas distinguer les services de l'industrie et les services du numérique. Ces choses vont ensemble. On a des découpages qui ne sont pas ce que l'on avait dans le temps. Des auteurs comme Pierre Veltz, qui a écrit un remarquable livre à ce sujet, parlent de sociétés hyper-industrielles. Nous ne sommes pas dans des sociétés où l'industrie a disparu, mais des sociétés qui se sont industrialisées, au contraire, en industrialisant notamment les services et en créant des découpages qui ne sont plus ce que l'on avait auparavant. On ne peut pas dire qu'il y a un secteur du numérique qui serait celui de l'Internet, un autre qui serait de l'industrie que l'on trouve encore dans les bassins industriels et un troisième qui serait les services. Il suffit de voir ce qui s'est passé avec Caterpillar pour voir l'imbrication de tous ces systèmes. Le fait nouveau, ce n'est pas les robots, contrairement aux histoires qu'on nous raconte. Les robots sont vraiment anciens dans l'industrie. Depuis la création de Caterpillar, il y avait des robots qui fonctionnaient et des robots drôlement perfectionnés. Non, ce qui est nouveau, c'est la connectivité. C'est la manière dont les objets, les personnes et les uns par rapport aux autres se trouvent connectés. Ce qui est neuf, c'est effectivement la connectivité. Et la connectivité qui efface ces frontières. Or, c'est bien ça qu'on ne veut pas voir. On voit les robots, mais on ne voit pas la connectivité. On dit l'industrie a disparu parce que l'ancienne industrie a disparu. Mais l'industrie d'aujourd'hui, l'hyper-industrie, comme le dit Pierre Veltz, elle est toujours là. Ce que je veux dire, ce qui est invisibilisé, réellement invisibilisé, c'est le travail réel. C'est le travail de la grande majorité des personnes. Mais pas forcément celui des cyclistes qui portent des repas. Pas forcément les petits métiers dont on parle et qu'on dit être des boulots de merde.
ceux-là sont assez bien visibles, sauf qu'ils sont idéalisés. Sauf qu'on les présente comme étant des choses que les gens veulent. On dit la société de demain, c'est celle-là, c'est ces emplois-là que l'on met en évidence. Et en même temps qu'on idéalise. Alors qu'évidemment, les conditions sont terribles. Ces jeunes gens qui sont dans les villes à vélo, qui vont dans tous les sens, avec les risques qu'ils courent, avec ce qu'ils respirent, avec les conditions dans lesquelles ils se trouvent, sont vraiment les pires conditions. Et ces pires conditions sont présentées comme étant l'avenir, et ces pires conditions sont idéalisées comme étant ce qui permettrait l'autonomie, l'indépendance et l'émancipation. Donc il y a des parties visibles dans le travail. Ce qui est visible, ce qui est mis en avant, c'est l'auto-entrepreneur. Le fait que je suis une entreprise de moi-même, mais pas le fait que je travaille réellement et que je produis de la valeur. Donc ce n'est pas la majorité du travail qui est mise en évidence, mais une fraction par rapport auquel on veut nous faire miroiter une image de l'avenir qui est en fait un leurre par rapport à ce qui va arriver.